t'en prie, ma chère Rebecca, tu peux annoncer nos invités. Donc, les invités sont Madame Bouchra Azouz, réalisatrice, Madame Isabelle Dinsky, auteure et réalisatrice, Madame Laurence Lustig, directrice de casting, Monsieur Virgile Tron, créateur et journaliste, Lucas Fourquet, créateur et journaliste. Bonne continuation. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Bonjour à tous. On va laisser nos invités arriver, s'installer. Je crois qu'il y a encore des derniers effets de maquillage mais qui vont se régler après cette matinée absolument ensoleillée et souriante. Donc merci d'être là parce que c'était un peu galère ce matin pour nous rejoindre. Mais vous allez voir, vous n'êtes pas venus pour rien, parce que nous avons avec nous des gens de rare qualité. Tu cherchais une technique? Bon, si quelqu'un peut exaucer ce vœu. On attend encore un tout petit peu. Il nous manque 2 intervenants pour cette première partie, parce que le débat va se dérouler en 2 parties. Et vous comprendrez rapidement pourquoi. Laurence, je te vois, tu peux nous rejoindre. Et il nous manque Isabelle. Voilà. Alors encore bonjour à tous, merci d'être présents. Je vais commencer par un tout petit préambule et après je vais surtout essayer d'accorder la parole le plus souvent possible à nos éminents invités. Juste pour vous dire, je suis quand même particulièrement heureux d'animer ce débat intitulé, non pas pompeusement d'ailleurs, Génération 2021. Parce que pour tout vous dire, ce débat en fait a débuté hier. Dans un café à l'angle de la rue d'Assas et de la rue Vavin. Un peu à la parisienne, lorsque Paris redécouvre enfin son goût pour la maïeutique et déploie son sens de la curiosité. Alors oui, je vais commencer par une petite confidence, c'est que ce matin, en me réveillant, devant un café noisette au café de la mairie, face à Saint-Sulpice, contemplant mélancoliquement la météo, et découvrant dans le kiosque, attenant à l'église, les unes des quotidiens du jour, Zemmour, Macron, Macron, Zemmour, je me suis demandé si nous avions encore à disposition des éléments pour espérer. Alors j'ai recommandé un café noisette sous la pluie battante et j'ai repensé à eux, ceux que j'ai découverts, pour tout vous dire, hier. Et eux, je le dis avec un peu d'émotion, parce que je les trouve en fait réjouissants. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont envie. Ils créent, ils font des métiers existants, ou ils les réinventent, parce qu'ils créent des métiers qui n'existaient pas encore il y a 10 ans. Parce qu'il participe à ce long monologue digital qualifié ainsi par Alain Finkielkraut, dont je vous enjoins de lire le nouveau livre qui s'appelle L'après-littérature. Alors la génération 2021 va défiler devant vous pendant un peu plus d'1 heure. Je ne ferai que l'heureux animateur qui pose des questions et je compte sur eux pour qu'ils nous éclairent de leurs jolies réponses. Je vais commencer avec toi, Rachida. Merci pour la pression. Je t'en prie. Bouchra, pardon. Pourquoi je dis Rachida? Je ne sais pas. Ouais, mairie du 6e, mairie du 7e, voilà. Alors je vais commencer par toi parce que hier, je n'ai pas réussi à connaître ton âge, mais je sais que tu as une voix assez détonnante de ce que tu appelles un certain féminisme populaire. Donc tu vas nous détailler un petit peu le sens de cette nomination, ou de cette appellation, ou de
de cette qualification, enfin on verra, et auteur de plusieurs documentaires sur les quartiers que tu appelles avec une espèce de vision féminin pluriel. Je sais aussi que tu veux fouler le territoire de la fiction et que tu es un peu membre de cette génération de 2021. Donc j'ai envie de te poser une première question, c'est qu'est-ce que tu as envie de nous apprendre que nous ne savions pas déjà? C'est une question dure, ça. On commence par des questions un peu amples. Qu'est-ce que je veux apprendre? Je ne sais pas si j'ai la prétention, en fait, de dire que je veux apprendre quelque chose. Je ne me positionne pas comme le maître face à son disciple. Je suis plutôt un éternel disciple. Et moi, ce que je propose, en fait, c'est simplement une relecture, comme je te le disais hier, des quartiers, de l'immigration au féminin pluriel. Alors, comme tu le disais aussi, je suis fondatrice du féminisme populaire. Et en fait, ce féminisme, c'est un féminisme du quotidien, un féminisme pragmatique, un féminisme à l'arrache, un féminisme d'urgence, un féminisme qui a pour... la pression en fait qui pèse sur les femmes dans les quartiers populaires, c'est être consciente d'une multitude de problématiques, mais en même temps auxquelles il faut urgemment apporter des réponses, parce que sinon tu coules, sinon tu es vite noyé par les difficultés. Juste Donc, une précision, quand tu dis féminisme populaire, c'est-à-dire qu'auparavant il était un petit peu bourgeois? Alors encore une fois, moi dans toute ma démarche, qu'elle soit ma démarche d'essayiste ou de réalisatrice, c'est toujours une démarche en fait de convergence. Je pense qu'on est héritière d'un féminisme, oui, plutôt bourgeois, mais c'est pas parce qu'il y a un féminisme bourgeois qu'il ne peut pas y avoir aussi une autre tonalité du féminisme, en tous les cas d'y apporter aussi d'autres réalités qui sont celles des quartiers populaires et celles en particulier des femmes issues de l'immigration, parce qu'il y a un féminisme aussi porté par la classe ouvrière. Moi vraiment ce qui m'a intéressée d'abord c'est ma condition de fille qui est née d'abord dans un bidonville et qui a grandi ensuite dans ces cités HLM, d'ailleurs une coquette cité HLM, à Bobigny. Et moi, en fait, mon point de départ, c'est ça. C'est ma cité, c'est les daronnes de la cité, c'est ma culture, c'est ces traditions dans lesquelles je vais grandir et que je vais interroger. Donc je dis souvent que d'abord ce féminisme, il naît de beaucoup de questions et d'une observation qui a commencé presque à l'âge de 4 ans. Ma mère était couturière et dans notre cité, elle était, enfin d'ailleurs dans tout Bobigny, elle était connue et même au-delà comme étant Rama la couturière. Et donc dans le salon, il y avait toutes ces femmes qui parfois ne la connaissaient même pas, elles avaient juste entendu parler d'elle et ils déboulaient dans son salon et toute petite, à 4 ans, j'écoute ces récits de femmes et je vais me nourrir de ces récits-là, d'abord de l'exil, de la condition des femmes, de leur légèreté aussi, de leur langage parfois très cru. Voilà, je vais grandir là-dedans et c'est une réalité en fait dans laquelle j'ai vécu et dont je me suis rendu compte très tardivement qu'elle était une réalité totalement méconnue justement de ces féministes de la première heure que je côtoyais et avec qui je débattais, j'échangeais et un jour elle me pose cette question et je me souviens très bien, on était dans le bar d'un grand restaurant à la Concorde et là elle me dit mais comme ça spontanément mais c'est dingue, j'arrive pas à comprendre comment tu arrives au féminisme. Et là, en fait, tout d'un coup, je suis interloquée, je me dis, mais en fait, si elle me pose cette question, c'est qu'il y a toute une réalité dont elle n'est absolument pas consciente. Et d'ailleurs, à sa décharge, que l'histoire n'a pas encore écrit. Et c'est là, vraiment, que j'ai commencé à me dire, il faut faire des films. Il faut, parce qu'en fait, cette réalité dans laquelle nous, on se construit, nous, on grandit, nous, on se conscientise, c'est quelque chose qu'il faut apporter aussi au récit national. Et ça participe, juste pour terminer, à éviter d'être justement dans une construction d'opposition. On n'est pas en opposition, on fait partie d'une même histoire, simplement à un moment donné, la composante de notre histoire, si on ne l'intègre pas dans ce fabuleux récit national, il n'existe pas et on ne se retrouve pas. Et ça participe aussi à résoudre ou du moins à apporter des éléments de réflexion et de réponse sur cette douloureuse question de l'identité, comme disait Amin Maalouf, les identités meurtrières. Voilà. Alors, j'allais même dire les sensations silencieuses, mais est-ce que faire du documentaire en 2021,
c'est aussi être le porte-voix de gens qui ne parlaient pas, donc de débloquer quelque part la parole. Et est-ce que c'est, selon toi, une nouvelle manière de faire du documentaire? C'est d'aller au-delà de la curiosité journalistique et au-delà des territoires rarement explorés. Moi, d'abord, je n'ai pas du tout d'objectivité, puisque le travail que je fais, c'est vraiment un travail d'introspection, où je pars de mon histoire. D'ailleurs, le premier film, c'était Nos mères, nos daronnes, dans lequel j'allais à la rencontre de ma mère et des copines de son quartier dans les années 70, à Bobigny, à 2 pas du tribunal où a eu lieu le procès de Marie-Claire. Et la question qui sous-tend ce film, c'est est-ce que nos mères, dans les quartiers, à 2 pas de ce tribunal, elles étaient traversées par cette question de l'avortement et de la contraception. Moi, c'est vraiment une question que je me suis posée toute ma vie. Et ça a participé de ma curiosité parce que j'observais, je voyais bien à un moment donné que les femmes françaises, elles avaient un enfant unique, 2, voire 3 enfants. Et moi, je ne comprenais pas que ma mère, elle tombe enceinte tous les ans. Je me disais, mais pourquoi tous les ans un enfant, tous les ans un enfant? Il y a un truc que je ne comprends pas là-dedans. Qu'est-ce qui explique ça? Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a torturée. Alors évidemment, on n'aborde pas ces questions de manière aussi frontale avec sa mère, mais je pense que tout ce travail, d'ailleurs, d'émancipation conjoint qu'on a fait, parce qu'avec ma mère, mon père m'appelait l'adjoint mère, ça voulait déjà tout dire, mais on était une espèce de couple comme ça, et on a marché ensemble, je l'ai beaucoup bousculé. Et j'ai permis aussi à ma mère, au travers de ce film, de la faire parler de sujets qu'elle avait en tête et avec lesquels elle s'est construite. Mais une fois qu'on les verbalise, il y a tout un imaginaire qui tombe, tout un tas de préjugés. 50 ans de construction de cette image des femmes issues de l'immigration des quartiers comme étant des femmes soumises, des femmes qui font beaucoup d'enfants, des femmes qui n'ont pas de distanciation par rapport à leurs conditions de femmes parce que simplement on ne les a jamais entendues. Et ça, ce film, ça a été un bouleversement parce que, y compris ces féministes de la première heure avec qui je travaillais, m'ont appelé pour me dire « Putain, Bouchra, tu nous as foutu une claque » parce qu'en fait, on ne s'est jamais posé ces questions-là. Alors c'est intéressant quand tu parles de libérer l'imaginaire parce que finalement le documentaire ne te suffit pas. Tu as envie d'aller sur le territoire de la fiction. Alors qu'est-ce que le documentaire n'apporte pas et que la fiction pourrait apporter? Le documentaire, d'abord, c'est très compliqué, surtout sur des sujets comme ceux-là qui sont des sujets de l'intime, où les gens se dévoilent quand même et disent, moi, ma mère... qui est quand même une femme qui a été à la Mecque, qui a une certaine représentation, les gens ont une certaine représentation de ce que doit être une femme âgée, maghrébine, musulmane. Elle casse toutes ces représentations. Il faut vraiment une audace et un courage pour le faire. Et on ne peut pas l'avoir sur tous les sujets. Et moi, je sais que de mon histoire, il y a des centaines d'histoires à raconter pour témoigner de ce qu'a été notre cheminement, de ce qu'ont été nos combats. Et je pense que la fiction, elle permet ça, elle permet cette facilité. Puis d'abord parce que je suis quelqu'un qui aime l'écriture, j'ai toujours écrit des nouvelles depuis toute petite. C'est vraiment une passion, l'écriture, même si j'ai fait des études de chimie physique, parce que mes grands frères faisaient des maths et de la physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis une littéraire contrariée. Parce que ma mère, dans son obsession de réussite scolaire, elle connaissait que le bac C et le bac D, et le bac S plus tard, et c'était vraiment son obsession. Pour elle, la réussite, c'était que sa fille elle soit médecin, ses fils ingénieurs. Et pour vous dire l'anecdote, c'est que ma sœur, qui a un peu été comme ça, a fait un bac économie et sociale. Elle est passée pour l'idiote de la famille, quoi, alors qu'elle avait un 3e cycle en économie. J'ai une question. Ta mère, elle avait du coup cette idée de l'émancipation quand même, en se disant par les études, on va s'émanciper. Oui. Et est-ce que ton documentaire lui a permis de s'émanciper encore plus, ou elle est restée fière de ce qu'elle avait fait avant? Je pense en fait c'était comme un coming out. Pour moi c'est un coming out ce film de ma mère, parce qu'au départ en fait j'avais du mal à accepter que ma mère elle soit dans ce film. D'abord vis-à-vis de mes frères et sœurs, parce que c'est quand même une responsabilité que de dire à sa mère tu vas nous raconter ta vie et tu vas raconter des choses que tu n'as jamais dit à personne. Oui. Donc c'était une lourde responsabilité. Donc en fait j'ai dit à ma mère, écoute maman, je suis en train de travailler sur un film, j'aimerais bien que tu me reconnectes avec Farida qui habitait dans le quartier. Ma mère elle me dit pourquoi tu veux contacter Farida? Je dis parce que je voudrais qu'elle soit dans le film. Elle me dit et moi je te plais pas?
pense que moi, je ne pourrais pas raconter cette histoire. Alors, je suis content que tu poses des questions, parce que je voulais quand même les faire réagir, parce que tu as la chance d'avoir 2 hommes à côté de toi. Je sais qu'on vit la génération woke. Je n'ai pas répondu à sa question, tu Non, sais. mais je vais te laisser y répondre, mais je vais en ajouter une autre en les faisant réagir. C'est que, est-ce que le féminisme populaire, ça vous parle? En fait, moi, Ils sont tous les 2 journalistes et réalisateurs, mais on va venir à eux juste après. J'ai le sentiment que le féminisme, et je peux me tromper, hein, je m'y connais probablement pas autant que toi, c'est pas forcément une question de féminisme populaire ou bourgeois, c'est une question d'état d'esprit, qu'on soit homme ou femme. Donc c'est là où moi j'ai besoin d'apprendre, ou que tu m'expliques, qu'est-ce qui différencie le féminisme populaire du féminisme bourgeois? Le féminisme populaire, c'est un féminisme qu'on n'a pas raconté, justement, c'est tout l'enjeu en fait. C'est qu'à un moment donné, si tu ne dis pas les choses, si tu les décris pas, si tu les objectives pas, ils n'existent pas. Et donc, à un moment donné, nommer, ça participe aussi à lever un peu le voile sur des réalités. Mais des réalités, moi, dans ma réflexion, ça va encore plus loin, parce que moi, je me raccroche, et vraiment, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup par convergence, par lien, par héritage. Et on est en France et on est héritier, qu'on soit français de souche ou pas. Moi, je dis d'ailleurs très souvent que je suis une républicaine de souche, puisque je ne peux pas être française de souche. Mais moi, ce qui me relie à ce pays, c'est la République, c'est ces valeurs-là. Et ce féminisme, il est important parce qu'il ouvre aussi, dans la continuité de l'histoire de ce pays, à qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'universel? C'est quoi l'humanisme? Et donc, ce féminisme-là, le fait de le poser, en fait, on se dit, mais finalement, au bout du bout, les femmes, mais les hommes aussi, finalement, on est tous mus par les mêmes envies, par les mêmes désirs, qui sont des désirs de dignité, d'égalité, de voir l'autre comme son semblable et pas parce qu'il le différencie. Bon, après, c'est un peu utopiste et idéaliste, mais quand même. Donc, enfin, c'est quand même une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on ne s'est quand même pas définitivement quitté, quoi. Les hommes et les femmes. Ah oui, non, mais jamais, bien sûr. Mais de toute façon, c'est qu'une reconfiguration. La société, elle est, voilà, elle doit... Donc Tinder a encore de bonnes heures devant lui. Oui, d'accord, oui, si tu veux. Alors, je vais passer la parole à Isabelle. Alors, Isabelle Disky, on va dire c'est 1000 vies dans une vie. Bonjour Isabelle. Et tu as raison de ne pas t'excuser pour ton retard, parce que c'est pas très important. Donc, j'entends pas du tout. Donc, chanteuse, comédienne... Mère de 2 beaux enfants. 3. Vivant au Mont-Valérien, histoire de prendre un peu de hauteur. Future réalisatrice d'un long métrage. D'une histoire vraie, absolument saisissante. Je ne peux pas exactement vous révéler le scénario, mais c'est une histoire qui t'est arrivée. Oui. Une histoire à l'heure digitale. Une Pardon? histoire de rencontre. On n'en dira pas plus. Mais oui. Oui. On a en commun l'amour de Dépêche Mode. On adore Dépêche Mode. Qui ne nous rajeunit pas. Mais qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui, en 2021, sur l'univers de la fiction, sous ton besoin de fiction, à l'heure de la toute-puissance des séries, et en gros de la glorification des followers? Qu'est-ce que tu vas faire dans la fiction? Je vais faire comme... vous pouvez répéter la question? Non, je dis, qu'est-ce que tu vas faire sur le territoire de la fiction? Pourquoi ce besoin, alors que tu as déjà fait, tu l'as éprouvé en tant que comédienne, tu as connu des heures où tu étais chanteuse. Pourquoi as-tu envie de réaliser un long métrage en 2021, à l'heure où les gens consomment plutôt des séries? Mais parce que la porte est encore ouverte, et puis le cinéma existe et existera toujours. Alors, il y a une deuxième moitié là qui va arriver, enfin que tu vas interviewer, qui est une autre moitié, et il faut s'y intéresser, c'est les influenceurs. C'est tout ce monde-là. Donc je suis assez ouverte, puisque mon film parle de réseau. Ça tombe bien, puisque après vous allez parler beaucoup plus de réseau dans une demi-heure, avec tout ce phénomène d'influence, plateforme. Ils étaient en grève, enfin, il y a eu un petit bug cette nuit, ça tombe... il n'existait plus pendant 8 heures. Mais non, je trouve que le cinéma a encore sa place, toujours sa place, que raconter des histoires, que ce soit dans des romans, il faut raconter des histoires. Donc le cinéma est là, la fiction est là, la série est là aussi. Je sais que mon film va se faire, ou en tout cas a des envies de se faire en série. Donc peu importe la manière dont on amène une histoire, l'important c'est le contenu. Je crois que ton producteur est d'ailleurs dans la salle. Oui, celui qui a envie de faire la série. Qui a coproduit et distribué In the Mood for Love de Wong Kar-wai.
Voilà, je le cite parce que moi c'est un film qui m'a absolument bouleversé, donc bienvenue à lui. Je ne sais pas s'il est là, si on l'aperçoit. Oui, il est au fond il de est la là. salle. Il est au fond et donc il veut en faire, il va en décliner, il va en faire une série aux États-Unis, oui. Alors, tu as un profil intéressant dans ce qu'on qualifie de la génération 2021 parce que tu as un profil de slasher, c'est-à-dire que tu fais plusieurs métiers qui sont, on va dire, artistiques. Mais tu peux te réveiller le matin comédienne, être joueuse de poker à 13h. Il faut pas le dire, ça. Je le dis quand même. Réalisatrice l'après-midi et faire aussi de la photo. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de ne pas se satisfaire d'un seul métier, aussi artistique soit-il? Et est-ce qu'on a besoin de toucher à tout pour essayer de comprendre l'époque, ou en tout cas de prendre tout ce qui est à la disposition de l'artiste, des éléments pour le décrire, ce monde? Je pense qu'on est dans une génération où le mot vieux, le mot jeune n'existe plus. Les gens doivent faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux métiers, et tu vas en parler dans une demi-heure. J'ai aucun jugement sur rien. On peut être, et j'aime les gens qui font plusieurs choses. Et d'ailleurs, les gens qui ont un métier fixe ont des passions à côté. Mais ça peut devenir un métier, par ailleurs, un jour. Donc, non, tout est ouvert. Et j'aime bien, c'est moderne, c'est diversifié. Et il faut être à l'écoute de tout ça. Oui, il faut être à l'écoute. Donc, non, il y a au contraire, c'est bien, c'est une évolution. L'être humain n'est pas fixé, n'est pas figé. On a bien le droit de divorcer maintenant, on n'est pas figé un mari. Il y a encore 50 ans, c'était compliqué de divorcer. Mais bon, il y a eu de l'évolution. Bon, bah c'est pareil, voilà. C'est pas que c'est pareil, mais je fais une image un petit peu On n'a pas tous mis un petit 50 peu ans pour rigolote. divorcer. Non, mais je fais une image un peu rigolote, mais rien n'est figé, plus rien ne se fige, tout bouge. Voilà, tout bouge et il faut bouger avec. Et il faut être alerte. Il faut surtout être alerte. Il n'y a pas d'âge pour être alerte. Voilà. Donc, à partir de là, oui, écrivons, que ce soit de la fiction, que ce soit du roman, que ce soit des poèmes, on s'en fout. C'est intéressant que tu cites les romans parce que je passe beaucoup de temps dans les librairies et on vit quand même la toute-puissance du récit et du témoignage. C'est-à-dire, il m'est arrivé quelque chose, donc je vous le raconte. Ouais, du vrai. Ton projet de fiction s'inspire d'une histoire vraie. Ouais. Est-ce que c'est à dire qu'aujourd'hui, finalement, la réalité a plus de talent que l'imaginaire? Alors, si la réalité dépasse la fiction, on l'a toujours dit, c'est une phrase qui est assez connue. Certaines personnes ont pris cette réalité pour la déformer et le faire en roman ou en film, ou l'ont magnifié pour en faire des films romantiques, des histoires d'amour invraisemblables. Bon, on se base toujours sur des faits réels. Je sais que dans un bar, on peut écrire et puis d'un seul coup, on va écouter deux potes qui discutent de leur vie et on a une petite oreille un petit peu curieuse et on va les écouter et leur histoire va nous sembler invraisemblable alors que c'est deux potes dans un quartier et ils parlent de leur femme, de leur chien et ça va être, on va le magnifier. On magnifie toujours le réel. C'est le cinéma. Enfin, c'est le but du cinéma. Tu le magnifies dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une excitation. Faut que tu excites le public, faut que tu... Voilà. Donc après, après, tu as des auteurs ou des réals qui vont le faire plus film d'auteur, plus un petit peu... on te donne ça comme ça, sans faire des sbroufs. Après, tu as des réals qui vont le mettre autrement. Mais ça, c'est des peintures, comme des peintres. Donc le réel, oui, a son importance, la fiction a son importance, et les deux se marient très très bien. Ou divorcent aussi. Oui, bon. Parfois. Alors, le cinéma, on a besoin d'acteurs, et on a besoin de directrices de casting. Ou de directeurs de casting d'ailleurs. Mais bon. Laurence Lustig, on a longuement discuté hier, donc à l'angle de la rue d'Assas et de la rue Vavin. J'espère que tu t'en souviendras longtemps, parce que moi je m'en souviendrai longtemps. Mais j'ai senti dans des échanges une certaine mélancolie poindre dans ta voix, parce que tu parlais de ton métier comme s'il n'existait plus. Alors aujourd'hui, on verra, on le découvrira dans la deuxième partie, on ne dit plus directeur de casting, mais agent de talent.
Est-ce que c'est juste une coquetterie sémantique? Ça, on le verra dans la deuxième partie du débat. Mais penses-tu que ton métier ne ressemble plus aujourd'hui, finalement, à celui que tu voulais continuer d'exercer? Et c'est certain que le métier a changé aujourd'hui. Ça, c'est certain, parce que moi... Alors, tu nous diras en quoi il a changé. En quoi? Mais moi, d'abord, j'ai toujours adoré les acteurs. J'ai toujours aimé le cinéma, le théâtre. J'y allais lorsque j'étais enfant. J'ai eu cette chance. Mes parents adorant le théâtre et le cinéma. Et j'ai eu envie de travailler avec des réalisateurs afin de leur proposer pour leur film, pour leur scénario, les meilleurs acteurs possibles pour chaque personnage. Pour moi, c'était comme un puzzle. Ça l'est toujours. J'ai toujours cette passion-là. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression, on est très nombreux. Pendant 20 ans, on était 20, 25. Aujourd'hui, on est 235. C'est un chiffre hallucinant. On l'a quasiment multiplié par 10, un métier Mais ancien. oui, on est 235 directeurs de casting. Et j'ai parfois l'impression, pardon de dire ça, mais que tous les castings aujourd'hui ne sont pas animés par la même passion, par le même goût pour les comédiens. Et ils font davantage de vidéos plutôt que des sorties au théâtre ou d'aller voir des films. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande, grande différence. Moi, j'entends beaucoup de jeunes comédiens. Je fais de temps en temps des ateliers de casting et je discute beaucoup lors de ces ateliers avec des jeunes comédiens qui me disent « j'envoie une self-tape, je ne rencontre jamais personne ». Une self-tape. Self-tape, oui. Oui. Alors, on va apprendre quelques mots aujourd'hui. Bon, followers. Oui, ils se filment. Gentrification. Self-tape. Ils se filment. Self-tape. Et ils envoient aux réalisateurs ou aux directeurs de casting leurs vidéos. Et c'est vrai que moi, l'aspect humain, la rencontre, pour moi, n'existe plus. Et je trouve ça dommage, triste. Moi, j'aime profondément les êtres. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que ton métier, c'est tinderiser? C'est tinderiser. Tout se passe à distance. Un peu, oui. Et je pense que l'on manque de contact. Et je souffre du manque de contact. Il y a quelques années, dans toutes les productions, il y avait un bureau pour un directeur de casting. Aujourd'hui, non. C'est un peu fini. On nous demande de travailler chez nous, puisqu'on a l'ordinateur. Mais moi, j'adorais les productions. Les productions me permettaient de rencontrer d'abord le réalisateur, les producteurs, des assistants. On parlait hier de Pascal Thomas, avec qui tu as souvent collaboré. Oui, et je trouve que c'est dommage. On n'a plus d'émulation comme on a pu l'avoir, sauf sur certains films. Alors justement, quand on fait ce métier avec autant de passion depuis aussi longtemps, pardon, mais on a quasiment le même âge, donc je peux me permettre. Oui. Est-ce qu'on est obligé de le réinventer un tout petit peu, de s'adapter aux ajustements de l'époque? Bien sûr. Ou au contraire, en se disant, ils vont tous faire la même chose, pratiquer le métier avec des self-tapes, et donc moi, si je redeviens l'artisan comme à l'époque, je marquerai ma différence, et donc je ne changerai pas mes méthodes. Ah non, moi je veux absolument changer et m'adapter, parce que je pense qu'il faut absolument travailler avec les plus jeunes. Mais j'aimerais bien la discussion existe, le contact humain existe. Voilà. Est-ce que tu sens encore, justement, on sait que le cinéma a été un métier de désir. Le métier de comédienne est parfois compliqué. Ma fille veut devenir comédienne. Donc, oui, mais beaucoup de jeunes veulent devenir comédienne. Je lui dis, j'ai souvent cette phrase, et je l'encourage. Mais je lui dis, bon, chérie, tu seras d'abord serveuse, et puis après, on passera au sérieux. Mais est-ce que tu perçois encore aujourd'hui, parce qu'il y avait... Je vois dans le roman, dans la littérature, il y avait cette culte du Rimbaud. On cherchait l'homme, ou Bonjour Tristesse, c'est-à-dire, est-ce qu'il a 16 ans, 15 ans, il a écrit son premier roman. Finalement, le pitch suffisait en lui-même. J'ai le sentiment qu'on a un peu changé d'époque et qu'on court après moins les Rimbaud, mais plus avec des gens qui ont un peu de sédiment en eux, en gros de l'expérience. Est-ce qu'on écrit mieux à part un peu vécu? Sans doute. Est-ce que tu sens que le conflit de génération entre les jeunes acteurs et les plus anciens, les jeunes réalisateurs et les plus anciens existe réellement? Ou est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on est dans un processus de réconciliation? Non, on n'est pas dans un... Je pense que malheureusement, il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas suffisamment de lien. Et on aurait besoin de ce lien. C'est-à-dire que Léa Seydoux ne déjeune pas avec Catherine Deneuve? Si elle fait le même film. Si elle est sur le même film qu'elle, oui. Mais en dehors de ça, je ne suis pas convaincue. Ou lors d'un festival... Est-ce que Catherine Deneuve jouerait dans le prochain James Bond? Est-ce que, pardon? Est-ce que Catherine Deneuve jouerait dans le prochain James Bond?
Je ne pense pas. Si Elle n'a on plus lui l'âge. propose, elle peut dire Bien oui, sûr. Ah, on y est. Elle a plus l'âge. Ben oui, il y a aussi une question d'âge, évidemment. Évidemment. Alors, Mais, le ou alors féminisme, la mère, oui. le féminisme populaire te dit que ce serait possible. Oui, oui, oui. La mère de, oui, peut-être, la mère de, la mère de James. Et c'est ça. Ou M. la mère de Léa Seydoux. Voilà. D'ailleurs, c'est l'odieux du conflit. Parce que le jeune acteur peut jouer quelqu'un de jeune, mais se faire vieillir grâce au miracle des effets du cinéma. Mais en fait, pour celui qui est plus âgé, c'est pas possible. Mais non, mais ce serait bien qu'il y ait aussi de plus en plus qu'on continue à avoir des rôles pour les personnes qui vieillissent. Et je trouve qu'on en a de moins en moins. Les acteurs qui vieillissent se plaignent aussi de cela. Quoi Disent, ben voilà, maintenant j'ai 60 ans, 65 ans, 70 ans, on ne veut plus de moi. Quand on exerce tous les métiers que vous faites, en fait, ce qui est assez passionnant, c'est que c'est l'émotion qu'on y met et qu'on y trouve aussi. Oui, C'est que on a d'ailleurs du mal à dire qu'on exerce des métiers, parce qu'on a toujours coutume de raconter qu'on ne va pas à l'usine le matin. On a cette chance d'aller faire ce qu'on a désiré. bien sûr. Est-ce que tu dirais que, en tout cas en 2021 aujourd'hui, après ces 16 mois un peu surréalistes qu'on a tous vécus, qu'est-ce qui te pousse encore à avoir envie de trouver la bonne personne, le bon rôle, le nouveau talent? Ah, mais la passion. Pour moi, le métier de casting, c'est de faire des puzzles. J'adore les puzzles. J'adore ça. Puis j'adore les acteurs. Combien de pièces? 1500, Ah oui. 2000 pièces. Oui. Et j'en ai fait beaucoup. J'adore ça. J'aime les acteurs. J'aime profondément les acteurs. Je vis d'ailleurs avec un acteur. Et j'adore lire des scénarios, j'adore découvrir. Comment vous dire, il y a une espèce d'émulation. Dès que je lis un scénario, je me dis, ah bah oui, là je pourrais penser à un tel, j'adore ça. Et quand tu découvres quelqu'un, est-ce que ça peut inspirer un film? Oui. À rebours, En tout je veux cas, dire. il faut l'encadrer parce qu'on a besoin quand même d'avoir des noms aujourd'hui. Sinon, on ne monte pas un film. Et toi qui vantes les rencontres pour trouver justement la personne Oui. idéale, est-ce que tu vas quand même consulter sur le digital, voir l'ensemble des vidéos postées sur Instagram pour essayer de dénicher un nouveau talent, un ton, une voix, une personnalité? Bah, j'avoue que je n'y vais pas suffisamment. C'est vrai. Non, pas suffisamment. Je vais beaucoup au théâtre. Je vais 3-4 fois par semaine au théâtre. Qui est le meilleur antidépresseur qu'on connaisse? Le théâtre. Oui, mais je crois que c'est quand même au théâtre qu'on découvre énormément de pépites aussi. Mais il est vrai qu'Instagram, j'y vais moins. Mais peut-être que si je travaillais aussi avec des jeunes réalisateurs, ça me pousserait à le faire. Parce que moi, je suis tout à fait ouverte et à modifier les choses. Moi, j'aimerais bien, mais je trouve que la passerelle n'est pas suffisamment faite. Bon, en tout cas, c'est un appel lancé. Bah oui. S'il y a un jeune réalisateur dans la salle, qu'il se déclare à Isabelle. Alors, Laurence, pardon. Laurence. Bon, Virgile et Lucas, est-ce que vous êtes plutôt Cluedo ou Puzzle? Ou Puissance 4 ou Mastermind? Plutôt PS5. J'en étais sûr. Bien dit. Voilà, c'est la génération 2021. Alors, je dis tous les deux parce que vous avez en commun des carrières tout à fait indépendantes, mais qui se sont rejoints parce que vous avez créé une boîte de prod qui s'appelle Brown Bro. Exactement. Donc, bro, un peu comme brother, c'est la signification de votre amitié et de votre collaboration ou... Alors c'est un peu ça, et c'est surtout qu'on a travaillé 2 ans à France 2 tous les deux, et on partait souvent en tournage ensemble, en binôme, et les gens nous demandaient souvent si on était cousins ou frères, et le jour où on a quitté la télévision et qu'on a décidé de montrer notre affaire tous les deux, on s'est dit bah ça rappelle un peu le moment où on a commencé à se rencontrer. Et juste petit aparté, quand tu montes sur scène, ta maman est toujours dans la salle? Toujours, mais même quand je vais me coucher, elle est à côté. D'accord. Je rigole, mais elle intervient Alors, plus tard. Génération 2021, vous êtes éclatant de jeunesse et d'envie. On a parlé beaucoup de journalisme et de reportage hier, mais vous réalisez, vous avez une envie de contenu qui est palpable quand on parle avec vous, ce qui est assez réjouissant. Mais finalement, vous avez créé une boîte de prod il y a combien de temps exactement? 1 an. 1 an, ouais. Donc il y a 1 an. Mais il n'y en avait pas suffisamment de boîtes de prod sur le marché? Si, on a plein, mais on voulait tenter aussi l'aventure parce qu'on avait envie de faire nos propres contenus et être notre propre patron. Je pense que c'est un peu dans l'air du temps aussi. Donc c'est là où ça m'intéresse, c'est que
quand on a envie de créer sa boîte de prod et d'être un peu maître de ses contenus à produire et qu'on a envie de proposer parce qu'on les crée, on les initie, vous avez envie de quoi? Qu'est-ce qui manque un peu dans le paysage aujourd'hui, on va dire audiovisuel d'une manière générale? Un peu comme je fais du documentaire, mais j'ai aussi envie d'aller à la fiction parce que j'ai envie d'offrir une autre manière de parler, de m'autoriser un langage qui n'est peut-être pas celui qui va venir des gens que j'interviewe. Vous, dans votre cas, qu'est-ce qui motive cette envie d'aller produire des choses qui peut-être qu'on ne voit pas ou pour lesquelles on a parfois les yeux fatigués? Alors, je ne sais pas s'il manque quelque chose à proprement parler, mais on est aujourd'hui à une époque où il y a une pluralité de médias, que ce soit télé ou même sur Internet, et chacun est plus ou moins acteur de sa propre information, parce qu'avant, on nous délivrait une information qu'on pouvait prendre ou non, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il y a tellement de choix que on décide comment on s'informe encore plus qu'avant, et on peut mal s'informer aussi. Et nous, on se spécialise plus ou moins dans la création de programmes courts, parce que les gens n'ont peut-être plus envie de passer autant de temps à avoir des informations sur la durée. Et c'est nous, ce qui nous motive, c'est de délivrer de l'information, mais de façon assez condensée, ce qui existe déjà, hein, mais on a la possibilité... Et que la presse, d'ailleurs, a connu par le passé, parce que finalement, le parti pris du Parisien était de faire des articles courts, mais à de multiples entrées, et de dire en 2 feuillets ce que d'autres journaux exprimaient parfois en une longue symphonie pastorale, on va dire. Exactement. Et en fait, c'est la possibilité de créer ces contenus et de les proposer pas seulement en télévision ou sur des médias déjà installés, mais sur d'autres univers, que ce soit du milieu de l'entreprise ou même des plateformes qui pourraient être intéressées par ce nouveau mode d'information. C'est marrant ce mot contenu, parce que finalement, j'ai un peu vérifié hier soir, on n'utilisait pas le mot contenu il y a encore 25 ans. On disait de l'info, on parlait de fiction, et le mot contenu, comme s'il fallait remplir les contenants, est arrivé un peu dans le langage commun. Est-ce que c'est un mot qui vous dérange, qui vous gêne, ou que finalement vous avez avalisé parce qu'il est là? La dernière option. C'est vrai que à force de l'entendre, je me suis pas posé la question, et maintenant c'est un truc qui est inné, quoi. Enfin, pas inné, mais on l'a avec dans notre langage, et donc c'est du contenu, quoi. Est-ce que vous trouvez, parce qu'en plus vous avez l'expérience du service public, donc on a tellement longtemps débattu sur le service public, est-ce qu'il y a un vrai service public, est-ce qu'on est la BBC française, est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on fait des choses à hauteur de 685 € qu'on donne chaque année à cette noble entreprise? Est-ce qu'il y a un endroit ou quelque chose que le service public n'a pas réussi à donner finalement à une audience très variée, ou est-ce qu'on est resté un peu patrimonial et qu'on n'a pas réussi finalement à aller un peu plus loin dans le documentaire, dans les sujets, dans les domaines d'intérêt? Est-ce que le service public est encore à la hauteur du service public? Il est, mais je pense, moi c'est au niveau du digital, hein. Je pense qu'il faut aller peut-être un peu plus vite. Et après, il y a des contenus qui sont en train de se mettre en place pour les jeunes, mais c'est vrai que, après, je suis peut-être le meilleur exemple, mais moi je regarde assez peu la télé en soi. Après, je regarde du contenu télévisuel sur Internet, mais il y a peu d'émissions pour le moment, enfin des choses où je me retrouve vraiment, où j'ai mon rendez-vous quotidien, comme on aurait pu avoir. Et j'imagine évidemment que tu as une télé chez toi. Comment? J'imagine évidemment que tu as une télé chez toi. Non, j'ai un ordi, un Rétro Pro. Voilà, ça c'est la génération 2021 qui produit des contenus mais qui n'a pas de télé à la maison. Pour le service public, en fait, je pense que ce qui est compliqué, c'est que regarder la télévision, aujourd'hui, effectivement, comme le dit Virgile, il n'a pas de télévision chez lui, il y a de moins en moins de jeunes qui regardent la télévision, et du coup, le risque que le service public peut prendre à essayer de s'adresser à des jeunes en rajeunissant, que ce soit ses présentateurs, ses programmes, proposer du contenu qui soit plus interactif avec la nouvelle génération, c'est perdre l'audimat qu'il a encore aujourd'hui. Et du coup, c'est un gros risque à prendre. Ils peuvent le prendre, je pense qu'ils doivent le prendre, parce que les jeunes de 20 ans aujourd'hui, quand ils auront 50 ans, ils seront toujours dans l'actualité qu'ils ont aujourd'hui et ce qui les intéresse. En plus, on en parlait hier, c'est vrai que c'est un objet qui nous dérange finalement un peu aujourd'hui. C'est quoi? Ça prend beaucoup de place, une télévision dans un appartement. Ouais. Alors c'est plus simple de regarder sur scène. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important d'axer vraiment. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire sur la création, essayer d'expérimenter des choses, même si ça ne marche pas. Après, ça nous coûte un peu, parce qu'on on se finance en faisant d'autres vidéos, mais on investit beaucoup dans notre recherche-développement. Là, on est en cours de création sur 3 petits programmes courts. On ne sait pas si ça va marcher ou pas, mais
je pense que c'est important de tester des choses, et d'innover, quoi. Bon, avant de passer à la partie numéro 2, oui, bien sûr. Juste peut-être apporter aussi un élément par rapport à ce que tu poses sur le service public. Moi, je pense qu'il faut aussi avoir conscience qu'on est arrivé aussi de plus en plus dans un temps où il y a une vraie réflexion des diffuseurs sur ce qu'ils diffusent. Il y a la table ronde précédente avec Carole Bien-Aimé-Besse du CSA, où le CSA quand même publie tous les ans son baromètre de la diversité. Donc il y a une vraie réflexion quand même, et ça je pense qu'il faut aussi le saluer, parce qu'on s'interroge aujourd'hui sur la représentation des femmes, par exemple, sur le rôle qu'ont les femmes. On a de plus en plus de femmes qui ont des premiers rôles, et le service public en particulier joue vraiment un peu un rôle de leader sur ces questions-là, en poussant vraiment des réflexions sur est-ce qu'on montre la ruralité, est-ce qu'on montre les personnes en situation de handicap. Et donc, il y a vraiment un travail qui est fait pour avoir un regard quand même assez étayé sur ces questions-là, pour que la télé, et tu disais tout à l'heure, tu parlais de fiction et du réel, je pense que la télévision, en tous les cas le contenu, qu'il soit fiction, audiovisuel, format court, etc., il faut qu'il soit aussi le reflet de la société telle qu'elle est et que chacun puisse s'y retrouver. Bon, en tout cas, ça m'a fait un grandement plaisir de vous avoir. Donc, vous avez compris que si vous avez du contenu à produire, c'était avec eux qui veulent faire. Si vous avez des besoins de fiction et de documentaire et d'acteurs, c'est avec ces femmes qu'il faut le faire. Juste avant de finir et d'accueillir la deuxième partie, qui va me rajeunir beaucoup parce que je vais me sentir particulièrement vieux. Si vous deviez définir l'époque en 2021 d'un seul mot, Isabelle? Vous pouvez répéter la question? On les répète souvent avec toi, mais on entend mal. Si tu devais définir l'époque en un seul mot, en 2021, voilà, l'époque, elle est... Avenir, ouverture, multiplication. Donc 4 mots. Ouais, Laurence. voilà. C'est l'écriture. Hein. Je ne peux pas me contenir un. Voilà, c'est tout. Non, mais génial. Voilà, open source. Très bien. Donc 7 voilà. mots en fait. Il faut que je donne 4 mots. Tu donnes le nombre de mots parce que maintenant Isabelle a inauguré le bal. Changement. D'accord. Transition et excitant. Moi, je dirais qu'elle est chanceuse parce qu'on a encore plein de choses à faire. Je pense que c'est un enjeu de fraternité, vraiment. Bon, je vous l'avais dit, il a plu ce matin, mais il n'était pas question de jouer les déclinistes aujourd'hui. Ben, merci à vous en tout cas. Merci Christian. Merci. Merci mesdames, merci messieurs pour ce début de débat passionnant. Nous allons continuer tout de suite avec tous ces débats qui nous passionnent en accueillant la jeune et talentueuse Morgane Miller, influenceuse, ainsi que tous les autres jeunes de génération 2021. Et on accueille Morgane Miller. Suivi de Jules Sandy, de Jérémy Croé, de Johan Audi, d'Axel Blanchier, de Jean-Baptiste Aubard. Je vous l'avais dit, je vais prendre un coup de vieux. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, hier, on était dans le même café, donc, vous savez, à l'angle de la rue Vavin et de la rue d'Assas. Je me suis aperçu que ces jeunes hommes ne boyaient pas que du thé. Et il nous est arrivé quelque chose de terrible hier soir, c'est qu'on a vécu un grand bug digital. Donc toute la soirée, j'ai pensé à vous, en me disant, ils vont pas pouvoir le faire. Il ne faut pas oublier que c'est un travail, hein, et tu vois, on a juste venir. mis en pause C'est le pas boulot. du tout une attaque. Ouais. Et je me suis dit, ils ont enfin 8 heures de repos. Vous avez bien dormi? Bon. Alors,
On a beaucoup échangé déjà hier, pas tous, mais en tout cas pour une bonne part. Et avec vous, évidemment, inévitablement, on est obligé d'apprendre des nouveaux mots. Parce que vous avez ce talent, et vraiment, je parle de talent, et comme tu dis, de travail, parce que Brel disait, finalement, le talent, ça n'existait pas, je ne crois qu'à l'effort. Bon, j'imagine qu'il existe quand même un tout petit peu. Et vous en avez, vous l'exprimez sous différentes formes, on va y venir. Mais avec vous, on est obligé d'ouvrir le dictionnaire à de nouveaux arrivants ou de nouveaux impétrants, followers, Instagrammeurs, influenceuses. Et alors, l'autre chose qui est quand même... Et moi, je pensais avoir quelques amis, et je me suis aperçu que j'étais très très loin d'avoir autant les vôtres. 47 700 pour toi, Morgane. Ouais, mais il n'y avait pas beaucoup à mon déménagement le week-end dernier, je tiens à le dire. Donc je sais pas si on peut dire que c'est des amis, c'est des followers. D'ailleurs, je sais pas si on dit le S. Tu dis toi le S, followers? Followers. Tu vois, il y a plusieurs façons. Story, Un follower, il y a un vrai langage à développer. Ouais. Ouais. On peut le essayer. Merci Christian. Et alors, 1 million? 1 million. Oui. Mais 1 million. Ouais. Mais après, sur plusieurs années. Non, je veux dire, c'est marqué dessus. 1 million. Oui. Bon, ce qui est quand même juste sidérant, et j'imagine qu'il y a beaucoup de chaînes du service public qui ne font que 700 000 téléspectateurs en prime time qui se disent, bah, en fait, toi, quoi qu'il arrive, tu as toujours 1 million de personnes comme audience. Bah, demain, ils peuvent quand même se désabonner, donc c'est comme une fleur qu'on arrose, faut juste pas qu'elle fane. Alors, on va commencer par toi d'ailleurs, et je voudrais que tu nous expliques, ce qu'est ton métier, si tant est que tu le considères comme tel, et comment tu travailles. Et comment on vit avec 1 million de gens qui vous scrutent en permanence? Alors moi j'ai commencé les réseaux sociaux quand j'avais 15 ans, donc maintenant il y a 7 ans. Et je voulais m'exprimer au monde, j'habitais à 1 heure de Paris, je m'ennuyais vachement dans ma vie d'adolescent, etc. Et donc j'ai commencé par faire des vidéos sur internet, donc je racontais ma vie d'adolescent, mes problèmes, mes délires avec mes amis. Et donc j'ai réussi à acquérir en très peu de temps une certaine notoriété, donc 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 500 000 abonnés, c'est venu avec le temps. Et du coup, c'était plus une passion. Et à l'époque, c'était pas du tout un travail, j'étais pas du tout rémunéré, etc. Et avec le temps, justement, comme avec toute cette notoriété, les marques ont commencé à s'intéresser en me contactant, en me disant ça serait cool que tu partages tel produit, que tu portes telle fringue pour ma marque, etc. Et c'est comme ça que est venu petit à petit le business, que j'ai commencé à être contacté professionnellement et à faire des collaborations, etc. Alors, juste une question idiote, parce que finalement, pour que la passion devienne un métier, il y a quand même un truc qui est tangible et qui ne change pas de génération en génération, c'est il faut payer un loyer, il faut aller acheter à manger, il faut payer la note au restaurant, malheureusement, ils font rarement crédit. Et donc, est-ce que tu avais une idée comment tu allais monétariser cette passion? Et d'ailleurs, une question idiote, comment ça se passe? Ça arrivait vraiment petit à petit, puisque j'ai commencé quand j'avais 15 ans, ça a direct marché pour moi. Donc j'ai vraiment continué jusqu'au bac. Donc j'avais vraiment de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans pour enrichir sur mes réseaux sociaux. Mes parents étaient, comme on dit, les réseaux sociaux, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est très dangereux. Du coup, mes parents m'ont laissé une année sabbatique après le bac pour voir comment ça se passait. Et ils ont vu que ça se professionnalisait de plus en plus. Il y a eu l'arrivée des agences, on a commencé à être mieux encadré professionnellement. Et les marques ont commencé à plus en plus nous faire confiance. Et voilà, après, c'était lancé. Et même aujourd'hui, si demain tout s'arrête, il y a une formation qui s'est faite. On est dans une génération où on apprend tout très 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 vite. On a grandi avec les réseaux sociaux. Donc quoi qu'il arrive, il y en a qui font des années d'études pour apprendre ce qu'on fait, à gérer des réseaux sociaux, faire des montages, gérer les mails, etc. Enfin, il y a beaucoup de travail. Gérer une entreprise. On est obligé de se créer une entreprise quand on arrive à un certain statut. Du coup, ça arrive petit à petit. C'est vrai qu'il ne faut pas se dire demain je veux être influenceur. C'est un accompagnement. Et si un jour ça prend plus de place, faut faire un choix. Influenceur, c'est vraiment ce qui te qualifie, ou tu préfères qu'on te nomme autrement? Moi, je trouve qu'on est en 2021, du coup, on peut mettre plein de cordes à son arc. Moi, je suis créateur de contenu, j'ai commencé en faisant des vidéos sur Internet, mais j'ai sorti aussi un single, je suis aussi chanteur, je suis aussi mannequin. Enfin, voilà, moi, je ne mets pas d'étiquette, je suis un artiste et je peux toucher un peu à tout. Voilà. Est-ce que tu penses que tu influences les gens parce qu'il y a 1 million de personnes qui te suivent, sans forcément d'ailleurs te connaître? Ou est-ce que tu penses que tu portes quelque chose qui peut les influencer? Oui, voilà, plus dans ce sens-là, parce que on me suit pour la personne que je suis, la relation que j'ai avec ma communauté, et après je vais les influencer en portant des produits ou en prenant une marque que j'aime bien. Après, je filtre énormément les collaborations avec lesquelles je bosse, parce que j'ai pas envie de présenter n'importe quoi
à ma communauté. Mais ouais, en général... En précisant, toi, tu évolues dans le milieu de la mode. Je me suis professionnalisé plus dans la mode, puisque c'est ma passion, mais je fais un peu de tout, je suis assez caméléon. Voilà. Alors, Morgane, 1 million de followers, ça fait rêver? Je les imagine pas les suivre dans la rue. Ou ça met une pression supplémentaire? Moi, je pense que c'est juste un chiffre, en fait. Je pense que tant qu'il y a des personnes qui te suivent, la pression doit être la même, puisque tu te dois d'être à la hauteur pour ces personnes. Mais c'est vrai que le chiffre est quand même assez impressionnant. Alors, Morgane Miller, donc pareil, et un peu comme toi d'ailleurs, vous êtes aussi un peu des slashers, c'est que vous faites 10 métiers en un, des passions successives où vous arrivez à superposer. Vous êtes assez rarement soumis à la loi du régime des 35 heures, j'imagine. Alors Morgane, venue de Perpignan, c'est ça. Dans le système général de l'éducation, et finalement au sortir de ses études en se disant est-ce que j'ai envie d'être avec tous les autres et suivre cette voie un peu généraliste et un peu commune. Et un petit côté Rastignac aussi, c'est une envie de Paris qui est née assez vite. Donc tu t'installes à Paris, tu fais là aussi pas mal de métiers, tu prends beaucoup d'initiatives, tu vas taper aux bonnes portes, tu as en gros peur de pas grand-chose. Raconte-nous comment ton métier d'influenceuse a vraiment débuté. Alors, en réalité, comment dire ? Oui, c'est par défaut que je suis devenue influenceuse, avant tout. C'est en rapport avec ce mode de vie qu'on me proposait. Donc, c'était la fac, les études, il fallait suivre un certain processus. Moi, mon kiff, c'était de faire du sport, c'était de manger équilibré. Et je me disais, mais c'est pas quelque chose, en fait, qu'on nous propose, à part de devenir diététicienne, coach de sport. Bon, je savais pas vraiment ce que je voulais. J'avais envie de Paris, comme il a dit, et c'est ça. Et j'ai commencé en fait à prôner un peu ce mode de vie sur les réseaux sociaux en exprimant ma passion à travers Instagram. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à me suivre, à me demander mais comment tu fais? Et en fait c'est ce mode de vie-là qui je pense m'a permis de venir ici à la capitale, pour une petite provinciale que j'étais, et de réaliser mes rêves. Et je suis convaincue que c'est ce mode de vie-là qui m'a permis de garder une certaine positivité et une combativité à toute épreuve pour mener à bien mes projets. Et donc, je suis devenue influenceuse parce qu'on m'a demandé comment tu fais pour ceci, cela. Partage-nous tes petites recettes, qu'est-ce que tu fais? Et en parallèle, comme Jules, je ne fais pas que ça, puisque j'ai fait des petits pubs pour la télé. J'ai été animatrice d'une émission qui s'appelle Le Top Quotidien sur C-Star pendant plus de 2 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas que influenceur, on devient influenceur par l'image qu'on est. Bon, Jules a quand même un avantage, c'est qu'il a un énorme crocodile sur le cœur. Donc, comment non, je dis Jules a un avantage, c'est qu'il a un énorme crocodile sur le cœur. C'est vrai, je ne l'ai pas encore celui-ci. Oui, alors pardon, je t'ai interrompu dans ton récit. Ça rythme, c'est bien. Et ouais, donc je disais que voilà, c'est vraiment devenu comme ça. Et j'ai vraiment moi du mal pour le coup avec la notion d'influenceur. Alors moi, on m'a toujours dit quand j'étais enfant, ma mère m'a toujours dit, tu vois, bon, tu te laisses pas influencer. Hein. Si on te dit tu fais ça, tu te laisses surtout pas influencer. Et j'ai grandi avec cette notion de réfléchir par moi-même, penser par moi-même, être un peu différente en fait. Je sais pas si c'est le côté Verseau qui parle, n'est-ce pas Isabelle? Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut être, que c'est bien d'être influenceur. Je suis un peu perdue avec cette notion. Et pour le coup, j'ai tendance en fait à répondre à mes abonnés qui me demandent tout et n'importe quoi. Ça peut aller du bandana que j'ai acheté 2 €, je ne sais où, à un sweat que je porte, à qu'est-ce que je vais manger le matin, ceci, cela. Et j'ai tendance à répondre, mais pensez par vous-même, ne vous laissez pas trop influencer. Je pense que c'est bien d'avoir des exemples sur les réseaux, je ne sais pas si on a des exemples, mais voilà, des gens qui vont partager des choses positives. Donc je peux dire que Morgane Miller est une influenceuse qui se modère. Ouais. Mais aussi, voilà, il y a plusieurs catégories d'influenceurs. J'ai l'impression qu'il y a aussi, on se figure l'influenceuse, l'influenceur par les Marseillais à Dubaï, ce genre de choses, qui font des codes promo à tout va. Et moi, je ne me considère pas comme ce genre d'influenceuse et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant. Pourquoi je fais ce métier? Moi, c'est parce que ce sont des choses qui me passionnent, c'est ça que je mets en avant et les marques viennent en fait par rapport à ce que je mets en avant. Donc, il y a vraiment une demande ciblée, notamment des marques bien-être, sport. Là, je lance ma marque de corde à sauter grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un univers que je mets en avant. S'il y a n'importe quelle marque de je ne sais quoi que je n'utilise pas, je ne ferai pas de code promo. Contrairement à beaucoup d'influenceurs, et ça, qui font ça surtout pour l'appât du gain. Moi, je fais ça parce que ça me plaît. Est-ce que vous followez tous les deux?
Pas Ouais. encore. Moi, je les follow. Je vais regarder. Ce sera l'occasion Il a aujourd'hui. mis Ce en sera abonné, l'occasion. Il m'a même pas vu. Alors, Jérémy, là, on va avoir besoin de toi parce que Merci. toi, on est face à des personnalités. Mais je vais rebondir 2 secondes sur ce que disait Morgane, parce Oui. que je trouve qu'elle a particulièrement raison justement sur le côté influenceur, qui est un peu un terme galvaudé, je trouve, à l'heure actuelle, qu'on schématise beaucoup avec les stars de télé-réalité, mais en soi, un influenceur, ça veut absolument tout et rien dire, parce que c'est un peu la grande question. À la base, un influenceur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a de l'audience. Donc, quelqu'un qui a de l'audience, ça peut être quelqu'un qui a 2000 personnes comme audience. Moi, en soi, j'ai une audience, par exemple, sur mon compte personnel de 1900 personnes. En soi, Je te bats. bravo, C'est félicitations. rare, c'est pour ça que je le dis, hein. Comme quoi, vous avez plus d'avis que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai une audience en soi. Donc, j'influence mon audience. En soi, Emmanuel Macron, c'est un influenceur parce que s'il poste demain quelque chose sur son compte, il influencera des gens. Donc, c'est vrai que c'est plus la façon dont on utilise son audience qui va changer quelque chose, plus que vraiment le terme influenceur. C'est vrai que donc là, je vais rejoindre ce que tu disais. Moi, j'ai préféré le terme créateur de contenu. Talent, tout simplement, parce que c'est un talent. Je pense que. Alors, le justement, Ouais, parce pardon, que c'est des personnalités. parti en Non, vrille, pas du coup, tout, en au fait. contraire, on est là pour ça. Mais pourquoi agent de talent et pourquoi pas directeur de casting Bah alors parce que c'est pourquoi pas il a du- fallu renouveler le langage? Alors parce que c'est pas du tout une coquille sémantique, c'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout la même chose. Je pense que directeur de casting, c'est directeur de casting et qu'il y en aura encore pendant longtemps et qu'on en a besoin sur les films, sur les séries, etc. Moi, je fais pas de casting, par exemple. Moi, j'arrive quand le casting vient déjà voir le talent. Donc c'est comme ça s'approcherait plus d'un agent de comédien, si dans ces cas-là, s'il fallait le schématiser par rapport au cinéma. Donc t'es un monsieur 10%. Comment ? T'es un monsieur 10%. Ouais, exactement. Sauf que c'est un peu plus global que ça, parce que justement, nous, on va avoir des acteurs, on va avoir des sportifs, on va avoir des créateurs de contenu. Donc ça va être- C'est tout domaine. Quand c'est dès sous qu'il y la a- bannière c'est talent, pour- ça peut être du cinéma au sport, en passant par la mode. Pour moi, c'est à partir du moment où quelqu'un il a un talent, il a quelque chose à dire. Donc ça peut être, ça peut être un nageur, ça peut être un créateur de contenu parce que j'aime bien son contenu, ça peut être quelqu'un de très mode, ça peut être un acteur, ça peut être une peintre de Biarritz, ça peut être pas mal de choses. C'est juste à partir de quelqu'un du moment où quelqu'un a vraiment envie de créer quelque chose, de faire en sorte de porter sa voix et ses idées et ses valeurs. Il y a une chose qui m'intéresse parce que finalement, on est toujours un peu critique vis-à-vis de ça parce que de toute façon, quand le digital marche, on critique le digital. Quand quelque chose marche, de toute façon, on adore, on est très râleur dans ce pays. Comme disait Macron, on est un pays de procureurs, hein, c'est ça. Et est-ce que tu dirais, est-ce que d'ailleurs vous diriez que finalement cette digitalisation des carrières a réparé une forme d'injustice quelque part, qui était finalement le même accès à la notoriété pour tout le monde, une forme d'égalité? Je n'ai pas besoin d'avoir un père qui est dans le secteur pour exercer dans le cinéma. Je n'ai pas besoin d'envoyer un CV à un patron de journal pour écrire un article. Je le fais, il est remarqué ou pas. Est-ce que finalement, cet accès direct, il n'y a pas une forme de justice sociale? Il y a une forme de justice sociale, j'y avais pas pensé justement à ce terme-là qui est pas mal adapté. Je pense vraiment, moi, qu'il faut voir ça comme une vraie nouvelle forme de communication. Faut pas essayer de toujours dire c'est par rapport à ci, par rapport à ça, est-ce que ça va casser la presse, est-ce que ça va casser ça, est-ce que ça va casser ça. Non, c'est une nouvelle forme, c'est des nouveaux métiers. Je vais prendre le cas de développeur web. Développeur web, c'était, ça devient un peu plus ancien maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un métier qui s'est digitalisé il y a peu de temps. Même si les premières fois que on en a eu besoin, c'était il y a maintenant presque 40-50 ans, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment voir ça comme un nouveau métier, c'est de la nouvelle façon de communiquer, c'est de la nouvelle façon de faire la publicité. De toute manière, on est arrivé à un moment où les marques, elles veulent se personnifier, les personnes veulent devenir des marques. C'est vraiment un moment un peu charnière, je trouve. C'est pour ça que le terme changement était bien trouvé pour l'année 2021. Je pense que c'est vraiment, on est vraiment sur un basculement et que ça fait partie des nouveaux métiers et que je crois que c'est en 2050, c'est 30% des métiers n'existent pas encore, qui existeront en 2050, il me semble, c'est le chiffre. Ça fait partie des métiers là, qui existent déjà, mais qui font partie de toute cette vague qui Ce qui est va un peu arriver. chiant pour celui qui s'est engagé dans un CAP plomberie il y a 6 mois, quoi. Ouais, mais je pense, je pense que plombier, ça existera toujours en 2050, hein, pour le coup. Hein. Je pense qu'on en aura toujours besoin, surtout des métiers les plus manuels. Surtout. Juste pour info, tu as combien de personnalités dans ta... Moi, j'ai environ 50 talents dans mon agence. Mais je suis pas tout seul. Hein, donc, Et on peut citer quelqu'un
On connaîtrait. C'est beaucoup de créateurs de contenu. Je vais avoir aussi des sportifs comme Amaury Levaux, qui est un très grand nageur. Je vais avoir des journalistes comme Laura Isaz. Je vais en avoir pas mal. D'accord. Je vous enverrai mon site si vous avez envie de voir. Mais Bon, en pour tout cas, répondre bravo. à ta Merci. question, moi je trouve que c'est une véritable tribune. C'est vrai que ça répare une certaine injustice, puisque c'est par rapport à ce qu'on va créer, par rapport à ce qu'on fera seul, et le fait d'avoir un auditoire possible, qu'on va pouvoir toucher une certaine cible et faire de sa personne un véritable business. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être fils d'eux ou d'avoir fait ou d'envoyer un CV comme à l'époque on pouvait le faire. Moi, aujourd'hui, en tout cas, Instagram me permet d'avoir accès à certaines choses dont je n'aurais pas pu avoir accès autrement. Et effectivement, comme le disait le jeune homme, je ne sais plus comment tu t'appelles. Moi, Jérémy, pardon. Et c'est vrai que ça permet c'est une nouvelle évolution des métiers, voilà. Mais ça répare une certaine injustice sociale et je trouve ça génial. Alors, juste à côté de toi, encore un tandem. Alors, ils ont fait l'ESRA, ils ont respectivement 24 et 28 ans. Je vous laisse deviner lequel a 24, lequel a 28, parce que hier, je me suis gouré à chaque fois. Vous travaillez ensemble? Ouais, c'est ça, exactement. Vous êtes tombés dans la vidéo, la fiction ensemble? Quasiment, enfin en tout cas au moment du passage dans cette école qui est... Exactement, on s'est rencontrés dans cette plutôt école. Une très jolie formation d'ailleurs. Ouais. Et l'an passé, vous êtes confinés ensemble? Alors on a fini il y a un peu plus d'un an cette école. Et nous on a fait une option qui est réalisation de fiction. Donc Axel et Jean-Baptiste. C'est ça. Et vous avez créé une fiction, de science-fiction. Exactement. En fait, on a fini l'école et très vite on s'est dit que nous, ce qu'on aimait, c'était écrire des histoires, au plus simple que c'est. Et donc vous, c'était pas l'idée du réel, c'était pas l'actualité, c'était pas le documentaire, c'était pas la vie en vrai, c'était la vie qu'on n'imagine même pas. C'est là où je pense qu'on se rejoint, je pense qu'on est un peu à part parmi tous ces gens. C'est un peu ça. Parmi tous il y a un léger décalage, on va dire. Je pense, en fait, moi, quand j'entendais tout ça, je me demandais ce que ça allait devenir ces métiers plus tard, en fait, vos métiers, en fait. Et je me disais que, en fait, ce monde, il a besoin d'un silence. En fait, c'est un monde où on fait que parler. On fait que parler, qu'avoir des discours, qu'avoir ce genre de choses. C'est ce que Finkielkraut disait dans son bouquin. Il dit, on vit l'époque du monologue triomphal. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Et je pense que c'est Godard qui disait ça, mais il disait qu'un débat ça sert à rien parce qu'au final personne ne change d'avis. Bon, on l'arrête alors. Je sais pas. C'est que nous, je pense qu'on est là très humblement. On se dit pas auteur, réalisateur. C'est juste que je pense que ce silence, quand je dis silence, ça passe par la fiction, ça passe par des grands films, ça passe par du rêve en fait. Et c'est des choses qui sont à contre-courant, je pense, de l'actualité. Nous, en gros, si on a fait l'ESRA et si on se dirige vers la réalisation et l'écriture de scénarios comme cette fiction qu'on a écrite depuis un an, c'est juste par rapport à ce qu'on a vu quand on était petit, les films avec lesquels on a grandi, avec les choses qui peuvent paraître les plus bateaux, mais les films de Spielberg qui nous ont fait rêver, voilà. Et en fait, nous, on a juste envie de raconter des histoires simples, partager un bon moment avec les gens. Toi, tu as fait ta citation de Godard, moi je vais faire la mienne. Je reprends celle de Louis de Funès qui disait, moi je fais juste des films, alors c'est pas mot pour mot exactement, mais je fais des films pour les parents et les enfants dans un monde qui est à la fois déjà trop triste. Et en fait voilà, lui c'est pour faire rire, nous ce sera peut-être pour faire rire, ce sera juste pour raconter des histoires, pour faire rêver, c'est juste partager des émotions, mais il n'y a pas de message derrière en fait. On veut juste partager un bon moment avec les gens. Et quand vous dites ce besoin de silence, est-ce que ça veut dire aussi que dans l'époque dans laquelle on vit, qui est ce qu'elle est, passionnante, enrichissante, les gens disaient ouverte, ce qui nous change un peu des déclinistes. C'était mieux avant, c'est compliqué de dire qu'on a aimé une époque qu'on n'a pas vécue, mais apparemment c'était la mode, bon, c'est comme ça. Ce besoin de silence, ça veut dire que l'art de la conversation, ce serait aussi d'écouter l'autre? Oui, quand même, je pense qu'il faut écouter l'autre. Après, pour retomber aussi sur ce que quand on fait de la fiction, on converse avec un public, on essaie de lui amener quelque chose, et vous aurez peut-être besoin d'ailleurs d'eux pour populariser ce que vous faites. Oui, aussi, mais pour revenir sur le message, justement, ce que permet le cinéma, nous, on en parlait la dernière fois, si on prend par exemple les 3 films qui ont cartonné au cinéma récemment, c'était quoi? C'était
Là, ça va être, en France, ça va être c'est Dune, OSS et Kaamelott, quoi. Voilà, je pense qu'il y a pas. Je pense qu'on est bien loin d'une réalité. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de message derrière Kaamelott, derrière OSS ou Dune. Je pense que la nécessité d'avoir forcément un discours, elle n'est pas obligatoire. Et je pense que des grands films, ça a une morale, c'est sûr. Ça a forcément une morale, mais en tout cas, nous, on n'est pas là pour, dans nos œuvres, je pense forcément avoir un discours par rapport à quelqu'un et lui faire une leçon. Je pense que... Après, il y a aussi, ce qui est assez intéressant dans l'évolution de la fiction et des métiers qu'on décrit aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des marqueurs dans l'histoire. Je sais pas, je pense à un gars, une fille, c'est un rythme, une manière d'être très cut. C'est un gars, une fille, ça a marqué une génération d'auteurs et par la suite, ça a influencé Donc on revient sur le mode d'influence. Casa del Papel aujourd'hui. Je pense que celui qui a eu cette idée et qui vit un véritable miracle, parce que qui aurait parié juste 1 centime sur l'idée que Casa del Papel allait être autant regardé à travers le monde. Alors certes, pendant la pandémie, entre manger des nouilles ou manger des nouilles, on avait le choix de voir une fiction, mais vos marqueurs à vous, ça a été quoi? C'est-à-dire ce qui vous inspirait? Vous vous dites, j'ai envie de faire ce métier. Il y a tellement de choses. En fait, c'est une question à la con, c'est vrai. mais disons que la réponse, elle est très vaste. Il y a plein de films qui nous ont marqué, Moi, par exemple, j'ai grandi, je sais pas, avec des films comme avec des De Funès, Belmondo, mais je peux passer à Carpenter, je peux passer... De Funès, ça fait 2 fois quand même. Hein. Non, mais je reprends De Funès, mais je peux passer... Moi, j'adore. Non, mais je peux parler de Jean Gabin. Moi, j'adorais Noël parce qu'il y avait le Télé 7 jours avec le sapin de Noël qui brillait sur la couverture, et je cochais Fantomas et tous les films qu'on avait déjà vus. Non, mais je peux passer de Brian De Palma à Carpenter, à Henri Verneuil. Il y a des réalisateurs, il y en a un paquet, et des gens qui nous ont fait rêver. Il y en a plein. Bon, Johan, c'est à nous. Non, cache ton enthousiasme, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc toi, tu es développeur web. C'est ça. Mais c'est déjà un vieux métier, non? Un vieux métier? Non, on a besoin de sites, donc ça va, j'ai du boulot. Quel regard tu portes sur ces nouveaux univers, ces créateurs, ces artistes, ces influenceurs? Qu'en soit, on va dire, je pense pas que par exemple quand les créateurs d'Instagram ils ont créé Instagram, ils pensaient que ça allait donner du boulot à des gens qui utilisaient le site. Donc ça déjà je trouve ça incroyable, voilà, personnellement. Et et pour la fiction en soi, je trouve que c'est, de toute façon en soi ça se vendra toujours le cinéma. Les séries, on est dans un moment de série quoi. Quand on est développeur web dans un monde qui se développe sans cesse, qu'est-ce qui nous reste encore à développer? Beaucoup de choses. De toute façon, pour avoir une bonne idée, c'est quelque chose, un besoin on a besoin de sortir pour aller la chercher. Et en fait, là, on crée un site qui la ramène directement à nous. Par exemple, on a eu Berit, on a maintenant, on peut même faire les courses à domicile. Voilà. Comment t'es tombé dedans? Un dimanche, un jour de pluie, tu t'es dit, moi je serai développeur web. Non, j'aime beaucoup les jeux vidéo et en clair, je voulais créer mon jeu vidéo. Du coup, j'ai dit autant apprendre le développement. Et j'ai fait 2 ans et il faut quand même longtemps d'études pour pouvoir faire un jeu vidéo. Et en plus, ça demande beaucoup de temps. Tout seul, il y en a qui ont fait 5 ans tout seul ou 10 ans, des choses comme ça, quand ils sont indépendants. Et du coup, en fait, je me suis dit, majoritairement, les gens ne jouent pas, c'est pas une grosse majorité qui joue aux jeux vidéo. Donc j'ai dit, en vrai, autant que je parte plus vers le web, où justement, il y a plus de gens qui vont voir mon site, peut-être que ça va leur donner des idées de travail, et du coup, j'avais envie de faire ça. Ouais. Est-ce que, alors que tant de gens vous entourent ou vous suivent, est-ce que vous ressentez parfois un peu de solitude dans l'exercice de vos passions? Non, on est plusieurs dans ma tête, donc ça va. Non. Pour de vrai, je pense qu'il y a une vraie course, au-delà de la solitude, il y a une vraie course à l'audience et au like, parce que ça devient c'est un business. Et on doit souvent envoyer, en tout cas pour ma part, mes statistiques à mon agent. Et c'est plutôt en ce sens-là qu'on a besoin de toujours être dans cette mouvance et dans cette recherche de l'audience permanente et exponentielle. Parce que
notre salaire est un peu se joue là-dessus, au-delà de l'amour-propre, enfin, du sentiment de solitude. Mais il est vrai que parfois, quand Instagram joue avec les algorithmes et fait baisser un petit peu le nombre de vues, ça fait bizarre, c'est vrai. Je sais pas toi, comment tu le vis avec tes 1 million de followers? Moi, je l'imagine vraiment en mode... c'est comme une fleur qu'on arrose et si on l'arrose pas, ça fane, quoi. Du coup, on est constamment besoin de... C'est vrai que les statistiques, ça joue, etc. C'est très important. Et pour finir, si je vous like, est-ce que ça veut dire que je vous kiffe? Non, mais si tu likes pas, ça va pas le faire. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Beaucoup.